Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. Un nouveau pacte sur l'immigration et l'asile va bientôt entrer en vigueur en Europe. Que contient exactement ce règlement? Que va-t-il changer pour les migrants et pour les demandeurs d'asile? Il y a déjà des associations, des ONG, des élus qui alertent sur les dangers de ce nouveau pacte qui va durcir les conditions d'accueil des migrants et renforcer l'idée de l'Europe forteresse qui vit entre elles, renfermée sur elle-même. On en parle avec vous, Malin Björk. Bonjour et merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Vous êtes députée européenne suédoise, je le rappelle. Vous êtes membre du groupe de la gauche. Alors, on va essayer avec vous, parce que c'est compliqué. Le diable, comme on dit, est toujours dans les détails. De cerner ce que propose, pour l'instant, en tous les cas, c'est une affaire qui dure depuis 3 ans, bientôt, les discussions sur ce nouveau pacte sur l'immigration et l'asile. D'abord, j'allais dire, est-ce que ce pacte change, dans son esprit général, change fondamentalement la manière de voir l'asile, de considérer l'asile et l'immigration? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau et d'important, ou est-ce que c'est la même chose en plus dur? Comment vous diriez, comment vous le définiriez? En fait, je dirais que on voit déjà aujourd'hui ce qui peut et va devenir cet accord si elle est confirmée lundi 18 décembre. C'est ça. Et ça va être plus de ce qu'on a vu en Grèce avec les camps, avec l'enfermement des réfugiés, plus de violence aux frontières et plus des accords avec des pays tiers. Et pas plus de solidarité ou responsabilité partagée parmi les États membres. Donc ça sera encore le pays où les réfugiés arrivent en premier lieu qui vont être responsables. Mais on verra avec cet accord un endurcissement et aussi on va enlever les possibilités d'un peu de flou et un peu de modèles légèrement différents. Parce que quand même, les pays ont choisi d'être un peu plus ou moins flexibles, plus ou moins brutal sur les frontières, etc. Et peut-être là, ça a été aussi l'espoir qu'il y avait encore des États membres qui faisaient un accueil digne, avec un processus d'asile qui respectait toutes les étapes d'une demande d'asile, etc. Maintenant, ça va être figé. L'Europe va dire non, vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça. C'est ici. Ça va être obligatoire avec une procédure aux frontières, avec des gens qui doivent rester dans les camps, etc. Donc pour moi, c'est ça aussi. Parfois, le mieux peut se passer dans les failles. Et là, on va enlever les failles. C'est ça. On va entrer en détail sur quelques détails, parce qu'effectivement, le texte est très très long. Il y a beaucoup d'aspects, comme on le disait tout à l'heure. Les détails ont évidemment énormément d'importance. Vous parliez vous-même des accords qu'il peut y avoir entre les pays, entre l'Union européenne et les pays qui sont en dehors de l'Union européenne et d'où viennent en grande partie les migrants, donc souvent les pays du Sud, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que on a l'impression que dans ce nouveau texte, l'Europe va obliger les pays qui sont en dehors de l'Union européenne et va les empêcher les départs des migrants et va sous-traiter cette question des migrants à ces pays d'où partent les migrants. On a l'impression que c'est un peu ça qui se dessine. Est-ce que c'est le cas? Ça, c'est un des éléments centraux, je dirais. On va revenir sur les autres, mais ça, c'est un élément tout à fait clé. Jusqu'à maintenant, on a vu des accords un peu ad hoc, des tentatives ici et là. Bon, il y avait l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Il y a eu avec les milices libyens, avec, on a essayé Tunisie, etc. Mais ça va être un modèle qu'on va mettre au cœur des politiques européennes. Donc, on va même obliger les États membres de financer ça. On va mettre disons, un cachet d'approbation à cette stratégie. Et ces pays, bon, on va les demander de contrôler la migration, donc ça veut dire arrêter les gens, arrêter les départs, et aussi où on peut renvoyer des réfugiés, parce qu'on va leur dire on est passé par votre pays, donc voilà, retour pour vous, quoi. Donc, Et l'Union européenne a une arme, entre guillemets, pour ça, c'est les visas. Il y aura différents visas. On va élargir l'éventail des visas
En fonction des profils, en réalité. Oui. On perd le principe de l'universalité du visa. Oui, mais moi, je pense que l'Europe est prête à utiliser toutes les... Comme ces gens de droite et centre-droite disent il faut utiliser toutes ces cartes. Et donc, les politiques de visa, c'est une, les politiques de commerce sont une autre, les politiques d'aide au développement, c'est un troisième, etc. Mais effectivement, et nous, dans la gauche, on a été très clairs, les visas, ça ne peut pas rentrer en jeu. C'est de toute façon, ces politiques de visa, ça fait partie d'un problème qu'on a par rapport à la forteresse l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de la Grèce, vous parliez de ces fameux hotspots, c'est-à-dire les centres de rétention de migrants, on va appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce que le nouveau pacte apporte des éléments sur ces questions-là? En fait, aujourd'hui, il y a des lois qui ne permettent pas cette détention des réfugiés d'une façon prisonnière, disons. Donc, ce qu'on essaie d'introduire maintenant, et l'accord va être... le centre-droite veut trouver un accord ici avant Noël, on parle d'une fiction de non-entrée en Europe. Donc en fait, ça sera en Europe, mais légalement considéré comme en dehors de l'Europe, avec le seul but de pouvoir détenir les gens. Et donc cette détention, on veut qu'elle devienne obligatoire pour les États membres et que les gens doivent rester là pour qu'on puisse tout de suite, si on a une décision négative, tout de suite on va pouvoir te renvoyer. Et sans que, même si tu fais appel, il n'y aura pas une clause de suspension. Donc on va t'envoyer, même si tu es en procédure de faire appel. C'est très très grave parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui reçoivent leur réponse positive par rapport à leurs besoins de protection après l'appel. En fait. Donc ça c'est très très grave. De facto un coût très très sérieux vis-à-vis du droit d'asile, le droit de demander l'asile. Et de toute façon, moi je trouve que tout ce package. Et c'est la raison pour laquelle la gauche, on ne peut pas soutenir l'ensemble de ces dossiers. C'est parce qu'au fin de compte, il va augmenter la violence aux frontières. On va faire des accords avec des pays tiers, peu importe que ce soit des dictateurs, etc. Et on ne va rien faire pour diminuer les morts en Méditerranée. Et on va aussi de facto abolir le droit d'asile comme on le connaît. Vous y faisiez allusion, les points critiques, c'est effectivement des questions migratoires en règle générale, c'est effectivement les drames qui continuent à se poursuivre de plus en plus en Méditerranée, maintenant aussi en Manche, entre le Royaume-Uni et les côtes françaises du Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été fait dans ces drames dont on parle régulièrement? Est-ce que quelque chose a été prévu pour mettre en conformité, j'allais dire, le règlement de l'Union européenne avec le règlement maritime international qui prévoit de porter secours aux gens qui sont en péril en mer? Ça, c'est le droit général. Est-ce que quelque chose de nouveau a été instauré dans ce nouveau pacte? Non. Justement, je pense qu'on a voulu dire que les gens secourus en mer doivent être automatiquement relocalisés. Comme ça, on enlève, on aura déjà une catégorie des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui seront tout de suite répartis en Europe. Ça, c'était une proposition très concrète aussi de partager la responsabilité. Il se peut que c'est un navire italien qui sauve les gens ou un navire des ONG, sauveteurs en mer, mais qu'une fois en Europe, on partage la responsabilité, on relocalise les gens. Ça, c'était complètement rejeté. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Et donc, ça veut dire qu'on n'a aucune solution et on n'a rien fait pour s'adresser au problème de toutes ces morts. Et toutes ces morts, c'est inadmissible. Ça ne peut pas être... les gens voient ça. Heureusement, les gens ne sont pas... sensibles à ça. Et toutes ces lois, toutes ces années,
pour rien arriver à résoudre par rapport à ça. Ça, c'est honteux. L'Europe peut faire tellement autrement et mieux. Justement, on parlait tout à l'heure aussi de la façon dont, entre les pays, les négociations sont longues, terribles entre les pays au Conseil européen sur ces questions de migration. Tous les pays ne sont pas égaux face à ces questions-là. Effectivement, il y a des pays qui sont à l'avant-garde, on le sait, à l'avant-garde entre guillemets. Il y a plus de problèmes avec la Grèce, avec l'Italie. Est-ce que, au moins, le nouveau pacte essaie de rendre plus solidaires les pays entre eux dans la manière de s'occuper de ces questions de demandeurs d'asile? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? En fait, il y a une question clé dans ce qu'on peut appeler la solidarité, mais aussi peut-être la responsabilité. Parce qu'un État membre, ou l'Europe, on a la responsabilité de donner de respecter le droit d'asile, demander l'asile. Et donc, dans ça, il y a une question clé. Est-ce qu'on relocalise des demandeurs d'asile pour que chaque État membre en Europe prenne une responsabilité? Et ça, on ne fait pas avec ces nouvelles lois. Et sans ça, je ne vois pas comment on peut même s'approcher à une solution. Donc, la seule partage de responsabilité qu'on veut s'envisager au niveau des États, c'est de dire, moi, je peux vous payer encore des gardes frontières. Moi, je peux vous payer peut-être votre barbelé. Je veux dire, ça, on ne peut pas. C'est vraiment de faire violence au mot de solidarité, de dire que c'est solidarité entre États quand on finance des gardes-côtes armés pour arrêter les gens, quand on finance des tiers pays qui doivent arrêter les gens, quand on finance le barbelé. Ça, pour nous, dans la gauche, on n'a pas le droit d'utiliser le mot de solidarité dans ce sens-là. Ça veut dire, par rapport à ce que vous disiez au début de notre entretien, que c'est tout l'esprit même de ce pacte qu'il faut revoir de A à Z. C'est pas la voie qui est prise à l'heure actuelle. Non. Et moi, je pense que dans la gauche, on a toujours dit, et ce sera tout à fait possible de faire autrement. On a toujours dit, non, c'est pas possible, voyez, c'est pas... Mais en fait, on a vu que c'était possible. Parce que quand il y avait tellement des milliers de gens qui ont dû fuir les bombes de Poutine sur l'Ukraine, donc des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Et moi, je suis contente qu'on a enfin montré que, on a accueilli ceux qui devaient fuir, mais on a fait ça d'une façon digne, on a fait ça prima facie, on a fait ça, on a même tout de suite commencé à réfléchir sur l'intégration, sur les droits d'éducation pour les enfants, etc., les droits beaucoup de femmes qui sont venues, c'est quoi leurs besoins. Et là, à la place de se dire, mais c'est ça le modèle qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience plutôt digne et responsable, et à la place, on a dit non, on va prendre tout un autre modèle avec les détentions, des espèces de prisons pour réfugiés, on va faire des deals avec des dictateurs. Et pour moi, c'est une tragédie qu'on n'a pas pu choisir ce modèle beaucoup plus positif et beaucoup plus digne. Les discussions vont continuer entre le Parlement européen et le Conseil notamment, mais ça va devoir aller rapidement, puisque d'après ce qui avait été dit, cette question de la mise en place d'un nouveau pacte sur l'immigration devrait être réglée avant la fin des élections, avant les élections européennes, qui auront lieu en juin, donc dans quelques mois, en réalité en juin 2024. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous discutez avec vos collègues du Parlement, les différents groupes? Est-ce que vous alors, on sait que la droite et l'extrême droite sont fortes et qui ne sont pas très pour ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Mais est-ce que vous sentez un peu plus de vision, j'allais dire humanitaire, d'accueil, ou est-ce qu'au contraire vous sentez des députés représentant leur pays, bien entendu, arc-boutés sur des positions qui sont celles dont vous venez de nous parler à propos du pacte? Comment vous sentez l'ambiance, j'allais dire? L'ambiance ici au Parlement pour l'instant, c'est que la droite, même des partis du centre, ils regardent à l'extrême droite et ils essayent de se coller un petit peu à des questions qui
qui leur semble un peu électorale. Et donc la question de migration et réfugiés, c'en est une, mais aussi on voit de plus en plus être climato-sceptique, on dit en français, être contre les réformes pour le climat, ça c'en est une autre. Donc moi j'ai peu d'espoir pour ça. La question c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire les partis comme les socialistes, les écolos. La gauche, on a été très très clair, on a une autre vision pour les politiques d'asile pour l'Europe et pour nos pays aussi. Mais donc la question ce sera est-ce que les autres sont prêts à livrer une bataille sur les questions d'asile et des réfugiés? Moi je vois malheureusement qu'il y a un repli de beaucoup de forces et familles politiques. Et j'ai l'impression qu'il y aura qui veulent régler cette question avant les élections pour que le débat ne soit pas centré là-dessus. Mais moi, je pense que le devoir qu'on a, c'est de respecter les engagements internationaux, la Convention de Genève, d'être sincère par rapport à nos engagements pour les droits d'asile, les droits humains et une société... Alors, il y a eu, dans la suite de ce que vous dites, comme vous le savez, la loi immigration présentée par le ministre de l'Intérieur en France, Gérald Darmanin, qui a été rejetée par le Parlement. Est-ce que ça peut avoir une influence? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la manière dont l'Europe va envisager ces questions-là, ou est-ce que c'est totalement annexe? Ça a été une grande défaite pour Gérald Darmanin, une grande défaite pour le président de la République aussi, qui voulait absolument faire passer cette loi immigration qui n'était pas favorable non plus, qui était, j'allais dire, dans la droite ligne de ce que présente quand même à l'heure actuelle l'Union européenne pour ces questions-là. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Comme je ne suis pas française, je suis un tout peu moins. Mais je vous demande votre regard, justement, ouais, comme vous n'y êtes pas. Écoutez, la France, c'est toujours ce qui se passe en France, contrairement à ce qui se passe en Suède, peut-être. C'est toujours intéressant au niveau européen. Mais moi, si la droite, comme en France, perd une bataille de répression, c'est toujours une bonne chose. Mais il faut être très vigilant ce qui viendra après. Est-ce qu'il y aura plus de répression ou est-ce que les forces et les familles politiques plus progressistes vont pouvoir utiliser cet espace politique qui s'ouvre potentiellement? Et donc, c'est très, très important que s'il y a un espace politique qui s'ouvre là maintenant en France, que c'est les forces progressistes qui l'investissent et qui arrivent arrivent à façonner ça et que ça a aussi un impact au niveau européen. Moi, je l'espère évidemment, ce scénario-là. Ça montre au moins qu'il y a un problème aussi même au niveau national et dans des pays clés quand ils tentent de mettre en place une politique qui est, comment dire, qui est tellement brutale vis-à-vis les droits humains des personnes, que ce soit réfugiés ou autres. Ouais. Merci Malin Björk, merci beaucoup. On en reparlera bien entendu sur le plateau de l'Humanité, d'autant que ça va arriver vite, quoi. Ça va se passer très rapidement. On est déjà en 2024 en réalité. On va vite avoir à reparler de ces questions-là, à redétailler toutes ces questions-là et à voir ce qui est en train de se préciser. Sachant, vous le développiez, vous en parliez bien, qu'il y a des élections, il y a une campagne électorale européenne qui va se dérouler. On sait très bien que cette question de l'immigration et du droit d'asile risque d'être un des thèmes. Il y en a d'autres, il faudrait qu'il y en ait d'autres sans doute. Merci en tous les cas à vous et puis à très bientôt. Et merci à vous qui nous avez suivis, à bientôt, au revoir.